Donc je suis à la maison Millet, comme vous dites. Exactement. Et donc la maison Millet, c'est la maison des arts divinatoires, c'est la maison du bien-être. Exactement. L'idée de la boutique, c'était le bien-être pour le corps et l'esprit. Oui. Moi, à la base, je suis tarologue, numérologue et astrologue. D'accord. Et puis, il y a quelques années, j'ai ouvert ma première boutique. Et comme je m'intéressais à tout ce qui était développement personnel, nutrition, santé, j'ai élargi le spectre vers de la vente de compléments alimentaires, vers des livres sur la santé, des livres sur la nutrition. Ici, nous avons des intervenants comme des médecins ayurvédiques. Vous avez des intervenants qui viennent ici? Oui, complètement, naturopathes, qui soit font des conférences, soit donnent Vous des êtes dans les consultations. salons zen? Du tout. Oui, parce qu'ils font à peu près la même chose, mais enfin vous êtes un salon à vous tout seul en quelque sorte. En quelque sorte, ouais, c'est ce que nous essayons de faire. Oui. En tout cas, nous essayons d'avoir des personnes pour lesquelles l'humain est important. Alors, justement, bon, il y a un projet actuellement de syndicat national des arts divinatoires Ouais. qui est en cours avec les services publics. Mais à votre avis, qu'est-ce qui distingue, par exemple, le monde du tarot, des tarologues, le monde de la voyance, du monde de l'astrologie? En fait, les astrologues ne se considèrent pas comme des voyants. Oui. Première chose. D'accord. Après, effectivement, le tarot, vous pouvez l'aborder de manière très psychologique. Ce qui est important, que ce soit en numérologie ou en astrologie, c'est un petit peu le parcours de vie. C'est de voir quels sont les aspects qui sont les plus délicats et comment, je dirais, les améliorer. Mais ça, on pourrait dire ça, on pourrait la chose de l'astrologie, non? Ah ben c'est exactement ça. Non, mais le tarot, il y a toujours un aspect, dans le tarot, vous allez toujours avoir un aspect divinatoire, puisque c'est un outil qui permet de répondre à des questions. Oui. Et l'astrologie, ça n'a pas cet aspect-là. Ah ben l'astrologie peut avoir cet aspect-là. Après, quand vous regardez certaines associations d'astrologie qui oui. S'interdisent de faire des prédictions, c'est... Voilà, je trouve que c'est pas forcément l'idéal parce que sans faire de prédictions, on peut aborder les choses en se disant que c'est potentiellement ce qui peut se réaliser. Mais ma question était un peu plus vicieuse que ça. Est-ce que l'enseignement, est-ce que la formation est du même type? Est-ce qu'on forme un voyant ou un médium comme on forme un astrologue ou un tarologue? Ah, on ne forme pas vraiment de la même manière. Oui, voilà, c'est la question que je voulais vous poser voilà. en fait. Hein, on ne forme pas de la même manière. Donnant des cours de numérologie et de tarot, oui. On va avoir beaucoup plus d'aspects divinatoires dans le tarot que l'on en aura dans la numérologie. La numérologie, au même titre l'astrologie, vont mettre en évidence des potentialités et vont mettre en évidence, selon les périodes dans lesquelles nous nous trouvons, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Oui, mais je voulais te parler par exemple, pour former un voyant, il est lui-même son propre outil en quelque sorte. Exactement. Mais, par exemple, même si le terme voyant est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est un regroupement de différentes disciplines, c'est un terme générique. Mais si vous prenez par exemple des tarologues, bien évidemment, j'exclus les médiums, parce qu'a priori les médiums n'ont pas besoin de support, puisqu'ils ont une espèce de transmission naturelle. Le tarot de Marseille en l'occurrence, c'est un outil qui s'apprend, qui se développe, et qui est un langage. Oui. Donc après, je dirais c'est comme pour tout. Vous pouvez prendre des cours de peinture, mais tout le monde ne deviendra pas Picasso mais est-ce qu'à votre avis, Christophe Millet, est-ce qu'à votre avis, l'enseignement du tarot est du même ordre que l'enseignement de l'astrologie? Au niveau des méthodes, au niveau des enjeux. Par exemple, dans le tarot, est-ce qu'il y a des progrès en tarot? Est-ce qu'il y a une recherche dans le tarot? Tout à l'heure, on parlait de Jodorowsky avec vos clients. Ouais. Jodorowsky, il a essayé de faire avancer le tarot.
Il y a toujours, bien sûr, enfin, il y a toujours il y a toujours des marges de progression. C'est-à-dire que le tarot, c'est presque un puits sans fond. C'est comme l'astrologie, parce qu'on découvre des choses, parce que de manière empirique, on va se rendre compte que tel élément va apporter tel événement ou telle attitude. Donc oui. Est-ce qu'on peut dire que par exemple, des gens est-ce qu'il faut une formation permanente dans ce domaine? Est-ce que ce qu'on a appris il y a 20 ans, c'est toujours valable? Ou est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut adopter de nouvelles informations, de nouvelles méthodes? Est-ce que c'est statique ou est-ce que c'est dynamique? Alors, non, il y a toujours du dynamisme. Je dirais, si vous regardez les différents courants astrologiques, il y a une forme... Il y a une forme d'inertie aussi, hein, quel que soit le courant, ils ont toujours cette impression non pas de détenir la vérité, mais en tout cas d'avoir une approche qui est la meilleure. Dans le tarot, oui, vous savez, moi ça fait 30 ans que je fais le tarot, oui. J'en apprends encore aujourd'hui. Alors, autre question, que pensez-vous de la question de la déontologie? Est-ce que la déontologie, quelles sont les exigences déontologiques pour un tarologue, pour un médium, pour un astrologue? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, à quoi il doit s'engager, etc. Vous savez, ce sont des choses assez basiques sur la déontologie. Après, la déontologie est très personnelle. Si vous regardez les anciens tarologues, mais au même titre que les astrologues, si vous prenez les astrologues des années 30, c'était très manichéen. C'est-à-dire que si vous aviez un carré, c'était catastrophique, si vous aviez un trigone, c'était magnifique. Aujourd'hui, on ne l'aborde plus de cette manière-là. Oui. On va l'aborder plus le carré comme un aspect dynamique qui nous permet de régler des choses. Et quand vous regardez les thèmes des personnages importants, en général, ils sont très fournis en carré. Enfin, quand je dis en carré, mais ça peut être en sesquille carré, ça peut être sur les aspects mineurs. Je dirais la déontologie va sur le fait, au-delà de l'honnêteté des réponses aux questions, c'est déjà, avant toute déontologie, c'est de comprendre l'individu qu'on a en face de nous. Oui. Et de savoir ce qu'on peut lui dire et surtout comment on peut lui dire. Parce que moi, je ne m'interdis pas de dire des choses, à part bien évidemment de dire oui, il y a une grave maladie ou votre mère va mourir ou je ne sais quoi, parce que qui sommes-nous pour savoir, même si on peut le ressentir. Il y a toujours, la vie m'a prouvé que le corps était absolument résistant et qu'on ne pouvait pas toujours être sûr de ça. Voilà, moi ma déontologie, c'est d'accompagner au mieux mon consultant, ma consultante. Voilà. Pour de toujours délivrer un message positif. Mais un message positif, c'est pas le message des bisounours où tout va bien, où tout est merveilleux. C'est de trouver par rapport à une problématique où quand on s'aperçoit effectivement que la personne est dans des périodes qui sont plutôt délicates, difficiles, d'identifier les possibilités qui lui permettront de le vivre au mieux. Mais voyons un peu plus précisément. Par exemple, imaginons un astrologue qui pratique, comme vous dites, mais qui n'a pas les bons outils, qui n'utilise pas les bonnes méthodes, qui n'a pas les bons outils pour travailler. Alors, par exemple, si on demande à quelqu'un de faire des choses et qu'il n'a pas les outils qui lui permettaient de le faire correctement, c'est un problème. Alors en astrologie, on va dire, à ce moment-là, il faudrait peut-être changer votre système, votre méthode, pour arriver à faire des choses valables. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez, peut-être qu'il y a des notions en astrologie qu'il faut revoir, qu'il faut repenser, par exemple. À ce moment-là, déontologiquement, je veux dire que la personne doit se mettre doit renouveler son propre système. Oui, enfin, je pense que, en fait, il n'y a pas un système unique qui est valable par rapport aux autres systèmes. Ce que vous regardez dans l'astrologie humaniste, l'astrologie karmique d'Irène Andrieux, même s'ils ont une façon de l'aborder qui est complètement différente, il
il y a des informations et qui sont très pertinentes dans l'un et dans l'autre. Moi, je pense qu'une bonne mutualisation n'est jamais nocive, parce que personne ne détient la vérité. Bon, d'accord. Bon. Mais quand même, enfin, alors, et moi, par exemple, dans la déontologie, moi, j'inscris la recherche et la formation. Ouais. Ce qui veut dire que si on veut améliorer le domaine d'une profession, il faut procurer aux personnes qui font partie de ce milieu des outils nouveaux et les former à ces outils. Ah bah complètement. Ce qui n'est pas le cas. Vous soyez intéressé éventuellement à réfléchir sur l'organisation de ce milieu, parce que je pourrais vous mettre en contact avec des personnes qui s'occupent de ça. On s'interroge actuellement comment gérer le milieu divinatoire, le milieu astrologique, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens, qu'est-ce qui peut les motiver à travailler ensemble, etc. Ça, c'est toujours très intéressant de travailler ensemble. Hein. Tant qu'il n'y a pas des questions de pouvoir, ce qui souvent vient gâcher justement cette animation. Après, on s'aperçoit quand même depuis un certain nombre d'années que l'astrologie, en tout cas l'intérêt que porte l'astrologie dans le fait d'apprendre, dans le fait de le cultiver, a énormément diminué. Oui. Moi, je vois rien qu'ici. Oui. Si vous voulez, moi j'ai évolué dans ce monde depuis 30 ans. Il y a 30 ans, dans les librairies, on avait des pans entiers de livres d'astrologie. Aujourd'hui, j'en ai quelques-uns parce que je m'intéresse à l'astrologie, mais on peut pas dire que enfin, vous savez, maintenant, il y a Internet, maintenant. Il n'y a pas que les livres, maintenant. Oui, mais vous savez, dans une librairie ésotérique... non, mais librairie, bien sûr, mais je veux dire, les gens peuvent passer par d'autres moyens que la... Oui, alors, ça ne veut pas dire, parce que moi, je fais énormément de consultations d'astrologie, donc ils sont toujours férus d'astrologie, et ils trouvent que ça leur apporte ce qu'ils viennent chercher. La seule chose, c'est que entre le public qui vient en consultation et le public qui a envie de connaître, de comprendre et de s'initier à l'astrologie, il y a une espèce de marge il y a une crise de l'enseignement. Exactement, qui s'est accrue. Vous regardez le salon de l'astrologue, vous regardez dans les années 90, c'était pour un craquer. Vous y alliez Oui, j'y allais. À Porte-Maillot. Exactement. Oui. Et c'est vrai que moi qui dirigeais une école d'astrologie qui s'appelait la Philippe d'astrologie de Paris, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il y avait beaucoup moins de gens qui nous appelaient pour avoir une formation. Donc, faut redonner le goût. Et alors comment y parvenir, M. Millet? Ça, c'est une bonne question. Ça mériterait de se réunir pour y réfléchir. Parce que on voit bien que le public est toujours féru d'astrologie. Sauf qu'ils n'ont plus cette démarche de se dire, tiens, je vais apprendre. Et peut-être aussi, quand vous partez sur 5 ans d'études pour bien maîtriser l'astrologie, ce qui était souvent le cas dans les différentes écoles d'astrologie, oui, exactement, ça pouvait paraître un peu long, puisqu'on est quand même dans une société d'immédiateté. Donc, s'inscrire sur un programme à long terme n'était enfin, cela dit, maintenant, on n'a plus besoin de passer autant de temps à apprendre à dresser un thème, etc. Donc ça s'est démocratisé. On est d'accord. Alors, c'est peut-être un élément négatif. C'est-à-dire que, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand les gens venaient à nos cours d'astrologie, on a eu une cinquantaine de professeurs sur une quinzaine d'années, eh bien, ils venaient pour apprendre à calculer le thème. Bien sûr. Et en même temps, leur donner d'autres informations. Mais après, ils n'ont plus cette motivation d'être aidés techniquement. Ils ont moins de raisons de s'inscrire pour un cours. Oui. Parce qu'avant, on leur vendait des éphémérides, on leur vendait aussi, il y avait, même au niveau financier, on leur vendait des outils de travail. Et donc ça s'est un petit peu arrêté. Et puis alors, il y a aussi, effectivement, il y a effectivement l'information, l'informatique qui permet d'interpréter le thème aussi. Oui. Avec Astroflash depuis les années 68, etc. Oui, Astroflash, bien sûr, et puis tous les programmes d'astro qu'il y a eu, soit chez Orias, Logistel.
Mais il faudrait peut-être aussi changer l'image de l'astrologie aussi. On parle encore des outils, peut-être que les outils qu'on utilise actuellement, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, parler de prévision. Vous pourriez nous parler un petit peu de votre conception de la prévision en astrologie, quels sont de quoi dispose-t-on pour faire des prévisions en astrologie? Sur le plan technique? Oui. C'est assez simple, hein. On a la révolution solaire, on a les transits, on a les directions secondaires. Voilà. Mais justement, est-ce que ça, comment dirais-je, je pense que vous êtes un amateur du thème individuel, du moins. Oui. C'est ça. Bon, alors, et au niveau collectif, vous travaillez comment sur le niveau collectif? Non, je travaille très très peu au niveau collectif. Ça. Non, ça c'est pas... Voilà. Parce que nous, au contraire, moi je suis plutôt dans le collectif que dans l'individuel. Et j'élabore des outils qui sont intéressants. Alors justement, à ce propos, qu'est-ce que vous pensez des horoscopes dans les journaux, les horoscopes hebdomadaires, mensuels? Rien. Voilà, vous n'êtes pas favorable à ça non plus. En fait, ça existe, voilà, mais ça, c'est au même titre que si on disait tous ceux qui ont les yeux bleus vont vivre ça, tous ceux qui ont les yeux marrons vont vivre ça. Oui, mais enfin bon, d'accord, il y a une guerre là-dessus entre les astrologues qui pensent à pouvoir dire des choses d'ordre général à la population, et les astrologues qui veulent du travail individuel. Enfin, je ne vais pas vous rappeler comment après constituer un thème astral. Oui, non, mais d'accord, mais moi personnellement, enfin, on n'est pas là non plus pour débattre de mes idées à ce sujet, mais enfin, personnellement, l'astrologie purement individuelle, je pense que c'est pas ça c'est pas l'avenir de l'astrologie. Bon, on peut avoir un colloque là-dessus. D'ailleurs, on a prévu un colloque sur la déontologie de l'astrologie pour 2024. D'accord. Où on discuterait justement autour de la déontologie, qu'est-ce qu'il faut proposer, comment travailler, etc. À votre avis, donc l'astrologie individuelle, c'est très curieux parce que l'astrologie, le public connaît une astrologie qui n'est pas individuelle. L'astrologie des horoscopes, c'est pas individuel. Le fait d'être de tel signe, c'est pas individuel. Quand quelqu'un dit je suis de tel signe, il serait bien qu'il n'est pas tout seul avec de ces signes-là. Bien sûr. Et alors là, à votre avis, l'astrologie, elle doit pas faire ça. Elle doit s'occuper de l'individu. C'est Rudyard, c'est l'astrologie humaniste, c'est quoi? Vous êtes plutôt pour une astrologie personnelle. C'est-à-dire que la vie m'a mené à beaucoup plus travailler sur l'astrologie individuelle que l'astrologie mondiale, comme Barbeau l'a travaillé. Vous appartenez à ce courant de l'astrologie individuelle, de l'artisanat individuel, là, on fait le thème de la personne. Exactement. Et à ce moment-là, est-ce que dans votre pratique de l'astrologie, est-ce que vous combinez éventuellement avec le tarot ou avec autre chose? Ah, complètement. Je mêle, quand je fais une consultation d'astrologie, je mêle toujours le tarot et la numérologie. Voilà. Pourquoi? Le tarot, par rapport... D'ailleurs, j'utilise la roue astrologique pour le tarot. La roue astrologique. Alors, c'est un tirage en 12 maisons. Oui. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est Michery? C'est qui? C'est une très bonne question. Très bonne question. Et puis... Alors vous avez les 12 maisons et exactement, vous mettez des lames. Exactement. Et en fonction de la position de la lame dans la maison, ça va intervenir sur tel ou tel domaine. Et après le croisement, les maisons dérivées... Donc vous n'avez pas peur de la complexité, finalement? Non. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime bien les choses simples? Si, au contraire, j'aime bien que ce soit simple. Ah ben oui, mais là, en tout cas... Là, dans ce cas-là, par exemple, les élèves doivent se dire, oh là là, il y a beaucoup de choses à considérer, il y a beaucoup de combinaisons à faire. Complètement. Au démarrage, ils se disent, mais comment je vais y arriver? Oui. Et après, ils s'aperçoivent au fil du temps, parce que moi, j'axe énormément mes cours sur les aspects pratiques. Oui. Donc, ils s'aperçoivent que c'est pas aussi compliqué que cela paraissait.
Et je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un an, mes élèves sont capables d'interpréter, sans devenir des tarologues professionnels et aguerris, mais ils arrivent à décrypter et à sortir des informations qui sont tout à fait probantes. Mais là, en l'occurrence, il faut quand même un peu de voyance pour débrouiller tout cet ensemble, pour choisir. Parce qu'on est un petit peu dans un labyrinthe avec beaucoup de choses qui vont dans tous les sens, etc. Est-ce qu'il faut de l'intuition? Bien sûr, il faut de l'intuition. Voilà, c'est ça. Et puis ça se développe. Enfin, l'intuition, vous savez, c'est comme tout, c'est un outil qui demande qu'à grandir. C'est pour ça que cette forme d'astrologie dont vous parlez, elle n'est pas incompatible avec, effectivement, la voyance. Il n'y a aucune incompatibilité. Voilà, c'est ça. Ce sont les astrologues qui se dégagent de cette... Mais alors, est-ce qu'il y a une complémentarité? Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter, par exemple, à un médium, ou un voyant, ou un tarologue? On parlait d'inversement, mais l'astrologie, qu'est-ce qu'elle apporte? L'astrologie peut justement apporter... Je vais vous donner un exemple. Oui. Récemment, je fais une consultation à un individu, et puis la roue qui était devant moi, en tarot, était excellente. Vraiment excellente. Et puis, je regarde en numérologie, et je me dis, c'est marrant, ça coïncide pas. Ça coïncide pas. Autant en numérologie, je trouvais que la personne traversait une période qui était absolument difficile, et n'était pas en adéquation avec cette roue. Et donc je la regarde et tout, et je me dis, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'effectivement, vous traversez des périodes qui sont assez difficiles, et depuis 6 mois, vous êtes plutôt dans une énergie déficiente et une énergie déprimante, exactement, qui vous tire un peu vers le bas. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses vont s'arranger. Voilà, c'est une complémentarité. Au même titre que quand on regarde la numérologie et l'astrologie, si on retrouve des informations qui sont similaires dans l'un et dans l'autre, on va dire qu'on est sûr à 99% que les choses vont se dérouler de cette manière-là. Et alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qui disait que ça s'arrangeait? L'astrologie ou la voyance? Le tarot. Le tarot disait que ça tarot. Et après, quand on pousse un peu plus en numérologie, on voyait que les énergies redevenaient positives. Mais si je n'avais utilisé que le tarot, sans utiliser d'outils complémentaires ou autres, je leur ai dit au démarrage, tout va bien, tout est merveilleux, et la personne m'aura regardé en disant, non, c'est pas vraiment exactement. Ah oui, d'accord. Donc c'est là que vous expliquez qu'il faut avoir plusieurs... je trouve que plusieurs cordes à son arc permet au maximum d'éviter les erreurs. D'accord. Vous avez remarqué, par exemple, que l'astrologie que le public connaît, et l'astrologie que le public connaît, les gens, je ne sais pas si ça se fait encore à l'époque, mais enfin, autrefois les gens disaient, vous êtes de quel signe? Ouais. On s'intéressait au signe de la personne, et c'était déjà un élément, c'est déjà une piste. Ils n'avaient pas besoin de connaître le thème dans son ensemble. Ouais. C'était le signe, et puis l'ascendant, voilà. Et c'était une astrologie à la portée de tout le monde, on va dire que tout le monde... C'était une astrologie qui était très répandue, finalement. Elle est très répandue. Rares étaient les gens qui ne connaissaient pas leur signe. Oui. Et cette astrologie-là, en fin de compte, elle pouvait aussi avoir une influence sur la façon dont les gens se percevaient. Donc là, on a le problème de ce qu'on appelle une prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire que je sais que je suis de tel signe, donc je vais me définir comme par rapport à ce signe. Je sais qu'il va y avoir telle chose qui va se passer, donc je vais me préparer dans ce sens, etc. Alors, est-ce que vous êtes contre cette façon de voir les choses, une astrologie qui peut éventuellement, c'est un peu un risque, qui peut à la fois, qui peut provoquer ce qu'elle annonce, en quelque sorte. D'accord, donc de l'autosuggestion, en fait. C'est une astrologie qui est à la portée de tout le monde, et à partir de ce moment-là, les gens peuvent se déterminer par rapport à ça. Oui, enfin, vous savez bien que c'est réducteur d'analyser juste par rapport à un signe, ou par rapport à un élément dans un thème. Oui, mais si ça agit,
vous savez, on dit parfois que l'astrologie, elle agit grâce aux astrologues, à la limite. Oui, parce que ça c'est des une astrologues question récurrente. qui font se réaliser l'astrologie. Oui, ça c'est une question récurrente. On se dit oui, le fait que vous me disiez ça, est-ce que ça ne m'influence pas? Est-ce que ça ne va pas justement traduire dans les faits parce que je suis conditionné pour vivre telle ou telle chose. Après, il y a le libre arbitre. Moi, vous savez, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent j'aurais mieux fait de vous écouter. Et je leur dis, bah écoutez, non. C'est le libre arbitre. C'est ce qui vous différencie, ce qui nous différencie des animaux, c'est le libre arbitre. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est ni l'un ni l'autre n'est démontrable, puisque on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'était pas allé consulter l'astrologue. Et pour voir une chose un peu sous un autre angle, qu'est-ce que vous pensez des gens de l'ère du Verseau, par exemple? Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que c'est valable cette idée d'attendre une nouvelle ère? Comment vous le voyez? Non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Effectivement, j'ai aucune idée là-dessus. Non, mais je ça pour vous situer. Oui. Non. Bah après, oui, si on prend la signification du Verseau, oui, ça devrait être une ouverture un peu plus forte et moins de sacrifices que l'ère du Poisson. Mais autrement, non, je ne sais pas. Alors, je voudrais un peu vous sonder au niveau de, je ne sais pas si vous en parlez dans vos cours, de l'histoire de ces domaines. Comment est-ce qu'on est, par exemple, le tarot, comment ça s'est formé, ou l'astrologie, comment ça s'est formé, le zodiaque, comment ça s'est formé, d'où ça sort, sur quelle base c'est constitué, etc. C'est pas très important pour nous. Le tarot, par exemple, si vous parlez du tarot, le tarot, vous avez une idée, si un élève vous demande d'où il sort le tarot, qu'est-ce que vous racontez? En fait, le tarot, il est d'origine diverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il soit né en France, ou ce qui s'appelait la France à l'époque. On retrouve des traces en Égypte, on retrouve des traces plus anciennes. Il n'y a pas vraiment de certitude sur les origines du tarot. Donc, si vous lisez des livres qui évoquent ça, on ne retrouve pas toujours la même chose. Alors, si on prend les 22 arcanes du tarot, par exemple, est-ce que c'est un système qui est cohérent? Comment il est organisé, ce système, à votre avis? Il est très très bien. C'est un parcours initiatique, puisque en fait vous avez 22 arcanes majeures, à l'intérieur duquel on a 21 arcanes majeures qui sont numérotés et un qui n'est pas numéroté, qui est le mat. Qui n'est ni le commencement ni la fin. Donc, en fait, on part du battleur et à chaque fois que l'on avance dans le tarot, eh bien, c'est une initiation. D'accord. Et après, une fois qu'on est arrivé au monde, qui est a priori la carte de l'accomplissement, on a le choix d'aller vers le mat, donc vers une espèce de singularité et d'un détachement par rapport à la société, et par rapport à une espèce de connaissance qui nous est suffisante, ou de repartir sur le battleur à un niveau au-dessus et de reparcourir une nouvelle fois. Alors,